Tout d'abord, rapidement, je voudrais remercier Madame Claudie Aigneret, qui est venue rejoindre les premières séances de ce forum. Avant d'aller, puisque nous allons l'écouter tout à l'heure, avant d'aller à l'Hôtel-Dieu, et qui a accepté, et c'est un grand honneur pour nous, qui a accepté de parrainer ces journées du Forum Cithétique. Merci beaucoup, Madame. Et à tout à l'heure, pour ne pas dire à tout de suite, à 17h, à l'Hôtel-Dieu, pour écouter votre allocation d'ouverture des journées. Donc cette table ronde, si l'on se fie au résumé que je vous ai distribué tout à l'heure, pour avoir le fond de la réflexion et surtout pour stimuler votre participation, pour vous inviter à poser des questions, j'espère que nous aurons le temps de satisfaire tout le monde et surtout de nous satisfaire. Parce que c'est vous qui ferez l'animation de cette table ronde. Elle s'intitule, et donc nous mettons là, voilà, ça y est. Elle s'intitule, comme vous le savez, « Les nouvelles technologies et l'humain ». Le titre est large, ambitieux, mais c'est une amorce de tout ce que nous voulons approcher au cours de ces journées. Les nouvelles technologies et l'humain, si on se fie à ce résumé, cette table ronde propose d'envisager les conséquences de l'application des nouvelles technologies sur l'humain. L'humain, la personne, dans son individualité, sa liberté, on en a eu des mots tout à l'heure déjà, sa vie privée ou relationnelle, et sur l'humain, en tant que représentant là, et représentant responsabilisé sans doute, d'une collectivité, la collectivité actuelle de tous les petits tâches que nous avons vues ce matin, cette collectivité actuelle, et même l'humanité à venir, c'est-à-dire l'humain avec un grand H. Car l'objectif prioritaire, au fond de ce questionnement en arrière-plan, est bien de retrouver, de définir, de situer les valeurs de l'humain avec un grand H qu'il nous convient aujourd'hui, qu'il nous revient et qu'il nous convient en même temps, de défendre face aux évolutions récentes et accélérées de la technologie et de savoir tracer, retrouver les limites entre ce qui est progrès utile et ce qui est risque de transgression dangereuse. Cette limite évolutive est toujours difficile à cerner entre le techniquement possible et l'humainement réalisable. Alors pour cette table ronde, 4 intervenants. Ils ne sont pas nombreux, mais ils offrent l'avantage de présenter des points de vue très différents, des modes d'entrée sur la question très différents. Et c'est là tout l'intérêt pour la réflexion. Donc 4 intervenants vont introduire la réflexion à partir de leur expérience personnelle nourrie par un passé professionnel. Ils auront la parole pendant 5 minutes pour exprimer leur point de vue, ce qui leur tient en cœur sur ce thème. Et puis ensuite, ils seront interrogés séparément. Et enfin, vous les interrogerez vous-même. Il y aura une discussion, bien sûr, avec la salle, puisque vous serez invités à intervenir, comme tout à l'heure. Alors, ces intervenants sont, et je les annonce dans l'ordre de leur intervention telle qu'on l'a imaginée. Hein. Certains utiliseront un PowerPoint, d'autres non, peu importe. Ces intervenants sont Christian Tanier. Il est médecin neurologue. Il a été le président du comité éthique hospitalier à Carcassonne. Il est docteur en philosophie. Max Lafontan, donc Christian Tanier à ma droite. Max Lafontan, qui est à ma gauche, est un chercheur en biologie qui a décollé de sa recherche en biologie, mais ça fait décoller la recherche en biologie, surtout quand on l'a vu pendant aussi longtemps en assistant à autant de découvertes, à autant de remaniements sur l'idée que l'on se fait de l'humain, de la biologie cellulaire humaine. Chercheur en biologie, et donc ce que je voulais dire en même temps, un humaniste. Emmanuelle Rial-Sebag est juriste. Elle est aussi responsable d'une unité INSERM, d'une unité de recherche INSERM.
Également, elle est membre d'un CPP, vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est Comité de protection des personnes. Donc elle est vigilante sur la protection de la personne et des personnes et de l'humain. Enfin, Thierry Vauvy, lui, est responsable de la sécurité informatique au CHU de Toulouse. Donc je vous l'ai bien dit, des points de vue très différents qui devraient enrichir notre réflexion et notre mise en curiosité. Pour employer une tournure connue dans d'autres domaines, notre mise en réflexion ou notre mise en curiosité qui nous servira tout au long de ces journées. Voilà, beaucoup d'ambition, peu de temps. Il va falloir quitter la salle à 16h30. Alors démarrons tout de suite avec Christian Tanier. Merci. Bon, je vais donc exposer mon point de vue dans les 5 petites minutes qui nous sont... voilà, en 5 minutes chacun, et je vais essayer de tenir le temps. Alors la question qui m'est posée, et qui est posée là, précisément, c'est en quoi les nouvelles technologies, qui sont issues de la science médicale, qui est pourtant au service évident de la vie de l'homme, pourraient-elles devenir déshumanisantes ? En particulier, mais pas seulement dans le cadre de la relation soignante. En fait, si on prend un peu de champ, c'est assez récemment, finalement, à la suite des horreurs des 2 guerres mondiales, que les hommes ont appris à se méfier de leur technologie, à conceptualiser des éthiques de la responsabilité. Ainsi, Hans Jonas, qui renverse le principe kantien, nous dit « tu peux donc tu dois », c'est-à-dire ta puissance technologique te permet de tout envisager, donc tu as la responsabilité de l'humain, actuel et futur, entre tes mains. Et en effet, finalement, l'humaine condition, c'est bien celle-là, c'est celle d'un être à la fois libre, autonome, avide de perfectibilité, de déplacement, et pourtant vulnérable, responsable, effrayé parfois par ses propres productions, porteur d'une conscience morale, donc finalement, tout l'opposé d'un robot. Hein. En tout cas, pour répondre à la question initiale, donc des risques pour l'humain, je crois qu'il faut distinguer les technosciences au service de la réparation de l'humain, dans son humaine condition précisément, de celles qui visent à l'augmentation, voire à la transformation de l'humain dans sa nature. Parce que de tout temps, l'homme a cherché à améliorer sa condition, mais c'est la première fois probablement que les technosciences parlent de modifier sa nature. Alors, première approche, les technologies au service du diagnostic et de la réparation, c'est formidable. Bon. Et pourtant potentiellement déshumanisant. Formidable, la table ronde antérieure nous l'a démontré. Il n'est pas question d'être technophobe, bien évidemment. Mais pourtant, il y a de nombreuses voix qui s'élèvent pour critiquer cette médecine technoscientifique moderne qui favorise, et c'est là l'essentiel, qui favorise l'objectivation par rapport à la subjectivité. L'image par rapport aux dépens de l'écoute, de l'examen clinique. L'écran par rapport à l'échange des regards. Et si on prend cette petite figurine qui est chère à l'Hérémie, eh bien on voit bien que l'écran est effectivement un obstacle dans la communication entre le soignant et le soigné, alors que dans l'idéal, elle pourrait être un facilitateur de communication, au contraire la médecine participative dont parlait M. Vélas. Donc il favorise les données numériques plutôt que la rencontre, qui favorise la statistique plutôt que le cas singulier, le codage technique du savoir par rapport à la narration, c'est-à-dire la façon dont le malade raconte ce qui lui arrive. Finalement, la technique médicale qui se substitue au sujet racontant. D'ailleurs, le philosophe Jean-Michel Besnier ajoute « Vous avez quantité de patients qui se désolent de voir qu'ils sont accueillis par un médecin qui ne les regarde même pas et qui se contente d'inventorier des données ». Donc, au fond, ce qui est vécu comme un manque d'humanité, c'est l'incapacité à percevoir le sujet derrière l'objet de soin. Pourtant, une alliance est possible, et si on en croit Guy Lavalencien, qu'on écoutera demain, l'intelligence artificielle, nous dit-il, dépossédera certes le médecin d'une part de son pouvoir médical reposant sur le savoir, mais elle le libérera pour retrouver l'essentiel de la relation, de la compassion, de l'accompagnement de l'homme meurtri par la souffrance. Donc, une alliée que la technologie, mais une alliée à contrôler. Se servir de la technologie et non être son serviteur,
Mais là, peut-être qu'il faudra réapprendre un peu aux médecins l'importance de l'émotion, de l'empathie dans la relation soignante. Alors, le problème éthique se complique, se modifie, lorsqu'on risque de franchir la frontière floue, et c'est ça le problème, c'est qu'elle est floue, entre la réparation et l'augmentation. Si on prend par exemple, un exemple parmi d'autres, vraiment, la stimulation électrique transcrânienne, qui est un dérivé light de la stimulation électrique profonde, qui, elle, est thérapeutique, mais qui nourrit, chez le sujet normal, les fantasmes d'un accroissement facile, sans risque de ses capacités mentales, d'attention, de concentration, d'apprentissage. Voilà, il y a un risque démesuré, prométhéen d'augmentation. Alors, quels sont les arguments moraux à opposer à ça? Ben, comme dans le dopage sportif, sans doute, dont on reparlera, des arguments basés sur la dignité, sur la loyauté, sur la justice, parce que bien sûr, la démocratisation, c'est une utopie, et le risque est d'aboutir, comme dans le meilleur des mondes, à la création d'un peuple de puissants qui serait augmenté par implants cérébraux utilisant un peuple d'esclaves. Et puis, dernier aspect, de l'augmentation à la transformation. Alors là, c'est le domaine du transhumanisme qui va être abordé par M. Max-Lafontan. Donc, je fais que l'introduire, mais on quitte ici le domaine de la médecine réparatrice, donc pour aborder celui de la transformation technologique de la nature humaine, peut-être plus particulièrement celle du cerveau, qui est quand même la condition et le siège d'émergence de la conscience humaine dans toute sa complexité. Et alors, l'argumentation philosophico-éthique consisterait à opposer à la richesse du fonctionnement du cerveau humain dans sa dimension... J'ai fini ? Bon, j'en ai pour une... donc, il faut... Dans sa dimension rationnelle, mais surtout dans sa dimension émotionnelle, intuitive, imaginatrice, créatrice de sens, à l'appauvrissement d'un système qui favorise uniquement la pensée algorithmique et la performance logique. Voilà, alors en conclusion, donc, la nature vivante, ici, fait mieux que l'artefact et demeure la condition de notre humanité et de sa complexité. C'est ce que disait d'ailleurs même Madame de Villers ce matin, le robot ne saura jamais ce que c'est que le goût de la pomme. Donc, en conclusion, au cours de ce chemin qui va de la réparation à la transformation, nous sommes passés d'une situation d'actualité à une projection qui reste le plus souvent du domaine de la science-fiction. Mais je crois que l'éthique se définit par un effort de résistance à toute forme de déshumanisation. Et dans tous ces domaines, donc, la réflexion éthique est essentielle, urgente, et même, on pourrait dire, qu'elle constitue en elle-même une composante essentielle, importante en tout cas de notre humanité. Merci Christian Tanier. La technique est parfois exacte, mais elle est vraiment inhumaine. Je viens d'en faire l'expérience. Je vais donner la parole, à Max Lafontan qui va présenter son point de vue. Voilà, alors écoutez, moi je suis biologiste et j'ai vécu depuis le début de mes études avec l'ADN, donc notre patrimoine génétique, et puis j'ai vécu toutes les évolutions, tous les fantasmes. Alors, moi je vais vous parler rapidement parce que je me suis... Ah, voilà. Voilà, alors je vais vous parler très rapidement de ce que vous avez peut-être déjà entendu parler. On a un ou deux porte-parole transhumanistes en France. Alexandre, que vous avez dû entendre quelquefois, et je n'adhère pas du tout à la plupart de ces discours. Moi, je me pose une question, c'est est-ce que le transhumanisme est une nouvelle forme d'intégrisme, si vous voulez? Les transhumanistes, en réalité, ils veulent faire une chose toute simple. Ils ont l'ambition de transcender les limites biologiques de l'humain. C'est une ambition un peu délirante. Autrement dit, l'homme normal, soumis à l'évolution, eh bien, il est vraiment insuffisant, quoi. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'ils nous sortent? Ils nous disent, eh bien, c'est pas difficile à ce moment-là, hein. On va le libérer, on va l'augmenter en sélectionnant des améliorations. Hein. Le terme anglais, je vous ai mis enhancement. Donc, augmenter, hein, c'est vraiment le terme. Et faire ça à la carte, ils disent pas trop pourquoi, il faut accélérer, il faut augmenter. Probablement des soucis mercantiles quand même. Alors, le transhumanisme, si vous voulez, c'est la croyance que la technologie va permettre un tour de tout régler, quoi. Et ça, c'est quand même, ça leur permet de faire des choses assez délirantes. Et pour vous donner une idée, simplement le florilège des délires des pontes du transhumanisme qui ont été à l'origine
curieusement, ils ont l'air un peu de se calmer dans le délire ces dernières années par rapport à ce qu'ils déliraient. Alors bon, je vous ai mis quelques phrases là. Bon, il faut savoir, Nick Bostrom, si vous voulez, lui, il veut réaliser la perfection de l'espèce humaine. Bon, il faut savoir quand même que Nick Bostrom, il est directeur d'un département de philosophie à l'université d'Oxford. Il a été recruté par Oxford pour s'intéresser au futur de l'humanité. Donc, quand même, vous voyez, donc on est bien parti. Là, les universitaires anglais ont adhéré. Max More, lui, il veut éliminer l'entropie. Alors là, ça rigole pas. Il s'attaque à la physique. Bon, c'est quelque chose d'inquiétant. C'est un farouche opposant au principe de précaution, bien sûr. Et à ce moment-là, il est pour le principe proactif. Il faut laisser faire, un peu en accord avec ce qu'on appelle le principe de Gabor. De toute façon, on ne va pas limiter ce qui apparaît, etc. On va courir. Et enfin, je crois que le plus folklorique, à mon avis, j'ai eu l'occasion de l'écouter à San Francisco une fois, c'est, si vous voulez, Ray Kurzweil. Alors, Ray Kurzweil, lui, il aspire à faire l'émergence, si vous voulez, de l'intelligence artificielle. Ça, c'est extraordinaire. Il a des délires impressionnants. N'empêche qu'il a fondé une université qu'on appelle l'université de la singularité, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser au moment où l'intelligence artificielle va dépasser, bien sûr, les capacités de l'intelligence humaine. Mais cette université, figurez-vous, elle est dans la proche banlieue de Google. Et finalement, il a été recruté par Google et il fait partie des têtes pensantes de Google. Donc, Google est envahi quand même, attention, par tout un petit panel de transhumanistes dont certains, à mon avis, sont assez délirants. Alors, le transhumanisme, il prône l'utilisation des sciences et des techniques. En réalité, c'est vrai, ils ont raison qu'ils se sont rendus compte que l'émergence extraordinaire, la plupart de ces gens, beaucoup de technologues, d'informaticiens, de spécialistes de l'intelligence artificielle, si vous voulez, finalement beaucoup moins de biologistes sérieux, à mon avis. Donc ils pensent quand même que nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, on doit les hybrider. C'est vrai que souvent, nous, dans nos études, on a eu des chapelles. Les informaticiens ne parlaient pas aux biologistes qui ne parlaient pas. Donc, ça, c'est quand même une idée intéressante, c'est d'hybrider un peu ces choses, alors avec des convergences vers les neurosciences. Ils sont très intéressés par les neurosciences. Et en particulier, moi, ce que j'appelle le neurobricolage, qui est très proche du neurobusiness. Mais bon, quand on va voir les sites, qu'on va voir un peu ce qu'ils écrivent, c'est un peu cette affaire-là. Alors, autrement dit, de nombreuses améliorations biotechnologiques, si vous voulez, avancées par les transhumanistes, sont promues grâce à l'alibi médical quand même. Donc, il faut faire attention. Qui peut refuser ce qui représente un bénéfice pour la santé? Donc voilà, on est quand même confronté à un univers donc, auquel il va falloir faire attention. Alors, est-ce qu'on doit tout rejeter en bloc? Non, je ne pense pas. Il faut savoir qu'ils ont eu beaucoup de succès. Ça a démarré en Californie. Les transhumanistes ont vraiment démarré, si vous voulez, dans la Silicon Valley. C'est des aléas probablement de toute la culture libertarienne et New Age. Et petit à petit, on a vu apparaître dans ces gens-là. En général, ce sont des gens, dont grands technologues. La plupart sont athées. C'est des monistes. La plupart sont des athées. Et bon, pas mal d'entre eux sont assez narcissiques. Donc, autrement dit, je pense qu'il y a eu d'excellents ouvrages qui ont été écrits ces dernières années en France, alors qu'on les a un peu regardés de haut pendant un certain temps. Là, il y a des ouvrages assez pertinents, je trouve, qui ont été écrits sur le transhumanisme, mais il faut savoir quand même ce que ça veut dire augmenter, etc., les questions éthiques que ça va poser. Et en même temps, il faut savoir qu'il y a des comités qui ont entériné cette démarche. En 2002, aux États-Unis, il y a eu un document extrêmement conséquent qui validait ces délires transhumanistes, qui avait l'air de déraper. Pourquoi? Technicisme de pas mal de gens. Ensuite, si vous voulez, en 2004, on a un peu rabaissé leur ardeur parce qu'il y a eu une commission dans laquelle il y avait Fukuyama, en particulier le philosophe, qui a un peu tempéré les ardeurs. Donc, vous voyez, je crois que c'est un monde qu'on ne peut pas rejeter
globalement, parce qu'ils intéressent pas mal de gens, et Google, je vous dis, a été envahi par les transhumanistes qui sont à tous les étages, et en particulier Google a créé un système fantastique qui s'appelle Calico. Si vous avez la curiosité, allez voir un peu ce que nous promet Calico, puisque c'est la lutte contre le vieillissement et éventuellement anticiper, lutter contre la mort. Voilà. Merci. Pour l'instant, merci. Vous l'aurez compris, nous avons demandé à M. Max Lafontan un effort non pas transhumain, mais surhumain de contraction de texte. La parole est à Emmanuel Rialsebag, qui a son micro et son timing aussi. Non, j'ai pas de... Ce rôle est affreux. Ne t'inquiète pas, je tiendrai pendant 5 minutes. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Moi, quand on m'a proposé ce sujet, je me suis dit finalement quel serait mon rôle en tant que juriste au sein de cette table ronde. Il n'était pas question, bien évidemment, de faire un panorama des règles juridiques X ou Y autour de l'innovation, mais peut-être plutôt de s'interroger sur la fonction du droit dans ce domaine. Et finalement, donc, la fonction première, vous le savez tous ici, c'est d'encadrer les pratiques. Et effectivement, notre droit produit régulièrement un certain nombre de normes, de règles. On en a entendu parler déjà de certaines. On a parlé un peu de la CNIL, on a parlé d'autres arènes dans lesquelles le droit produit et finalement encadre le progrès scientifique. Parce que, en tout cas, dans notre société, la loi de Gabor n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dynamique où tout ce qui est techniquement possible sera fait, c'est tout ce qui est socialement acceptable sera fait. Et la norme sociale par excellence reste malgré tout celle du droit. Alors, bien sûr, nourrie par l'éthique en France, donc de manière assez particulière, puisque nous avons un pays qui a adopté des lois de bioéthique, qui a adopté des lois sur les droits des patients, qui contiennent des principes éthiques. Et donc l'ensemble en fait de cette réglementation, adossée aussi à de nombreuses décisions de jurisprudence, rendues par les cours et par les tribunaux, finalement forme un droit de la santé qui est assez conséquent en France. C'est-à-dire on a quand même une forte dimension éthique de notre droit et de notre droit lié aux nouvelles technologies. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le législateur a eu pour ambition première, malgré tout, bien évidemment quand même de continuer à favoriser l'innovation en santé, mais de protéger la personne dans ce contexte, de protéger la personne, mais de protéger le collectif, mais aussi de protéger l'humanité. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a un petit peu parlé de génétique, et si je devais prendre un exemple, c'est bien sûr celui de la génétique. C'est-à-dire que bien évidemment, on a la capacité en France de faire des tests génétiques qui sont très clairement encadrés, qui peuvent avoir un bénéfice pour l'individu testé, mais aussi pour sa famille, et de manière plus collective pour un groupe de population qui pourrait être à risque. La question, c'est jusqu'où on va, et là, c'est une question que je me pose, donc j'aimerais bien peut-être éventuellement qu'on en discute, c'est que on vient de parler du transhumanisme, on vient, monsieur, aussi de faire un peu la distinction entre l'homme réparé et l'homme augmenté, et si on essaye de rapporter cette distinction à notre système juridique, on peut réparer l'humain, c'est légal, mais on ne peut pas augmenter l'humain, c'est illégal. Et finalement, quand on parle de médecine régénératrice, qu'est-ce qu'on fait de différent par rapport à ce que vous avez peut-être un peu critiqué? Quand on fait de la modification génétique aujourd'hui dans l'embryon, c'est-à-dire dans l'embryon avant la transplantation, avec potentiellement, donc c'est CRISPR-Cas9, Vincent a évoqué ce sujet ce matin. Donc quand on fait cette manipulation dans des embryons dont on sait bien évidemment que cette transformation se répercutera sur les générations suivantes, on va modifier aussi les caractéristiques de notre propre évolution et donc de notre humanité. Donc finalement, la frontière, je dirais, entre la réparation et l'augmentation est très fine, et c'est d'ailleurs beaucoup sur cette argumentation que jouent les transhumanistes. Et souvent, l'argument médical est un argument favorisant l'innovation technologique. C'est-à-dire que souvent, on voit apparaître des innovations technologiques au profit, pour le bénéfice de la santé humaine. Et ça paraît acceptable. Et c'est souvent d'ailleurs soutenu par les professionnels de santé, par les chercheurs, etc.
La difficulté du droit dans ce contexte, en fait, de l'innovation, c'est que nous sommes tout le temps en retard. C'est-à-dire avec cette ambition d'encadrer le progrès pour le bénéfice de tous et pour le bénéfice aussi individuel, puisqu'on a quand même des droits des patients qui sont très clairement reconnus, on a un grand souci, c'est que nous passons notre vie en tant que juristes à courir après le progrès et après ses conséquences, que ce soit au niveau individuel ou au niveau sociétal. Donc finalement, quand on essaye de réglementer l'innovation technologique en santé, on est dans l'obligation d'innover aussi sur le plan méthodologique en tant que juriste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de la règle de droit telle qu'on avait l'habitude de l'adopter ou telle qu'on avait l'habitude de la produire. Et donc c'est vrai que des forums comme celui-ci, ou bien évidemment le fait qu'on soit impliqué dans des comités, on a cité tout à l'heure le comité de protection des personnes, il y a plusieurs comités d'éthique aussi qui existent en France et sur le plan local, ça permet malgré tout de nourrir en fait cette réflexion et ça permet surtout d'essayer de produire des normes qui soient adéquates et qui correspondent d'une part bien sûr au soutien à l'innovation, parce qu'il faut continuer à soutenir l'innovation, mais d'autre part aussi qui répondent à l'objectif de protection de la norme juridique. J'ai tenu mon temps. C'est bien. Thierry Vauvy, un horizon quand on ne connaît pas, qui paraît bien restreint et pourtant qui est très large, celui de la gestion de la sécurité informatique dans un établissement hospitalier tel que le CHU de Toulouse. Malgré l'informatique un peu mon domaine, j'ai eu un problème technique, je n'ai pas pu imprimer mon support, donc je vais prendre la liberté de me lever. Oui. Parce que l'exercice est difficile, vous m'avez demandé de concentrer pour rien rater. J'ai pris un parti pris, c'est de présenter des flashs sur lesquels il y aura des retours, j'imagine, des questions. J'ai entendu la séance précédente, j'avais vu plein de réactions, donc il peut passer beaucoup de temps. Donc, l'objet du propos, ce que j'ai proposé quand on m'a interrogé, c'est de faire des flashs sur des sujets et essayer de rien oublier. Alors je prends la liberté de me lever pour rien oublier, aller vite. J'espère appuyer sur le bon bouton. C'est pas le bon. C'est celui-là. Non, donc c'est l'autre. Non. On est à quel endroit? C'est celui-là. J'ai rien dit. Voilà. Donc, 7 sujets, et puis il y aura une petite illustration à la fin, autour de plein de thèmes dont j'ai pu entendre quelques sujets évoqués tout à l'heure, à l'instant, et je serai très modeste sur certains sujets, la médecine, ce n'est pas mon domaine, je pense qu'on pourra avoir des échanges. Premier sujet qui est la transformation numérique. J'ai eu une expérience dans un établissement de santé, ailleurs, également dans d'autres secteurs d'activité. Une question très importante, Emmanuel en a parlé tout à l'heure, et on en a parlé tout à l'heure, on a parlé un peu de la CNIL, c'est l'approche culturelle vis-à-vis des données. J'ai eu la chance de travailler à l'international, je peux vous dire qu'on a des situations très différentes. La réalité autour de la donnée, j'ai entendu quelques exemples tout à l'heure autour du téléphone et tout ça, c'est déjà de l'ancien temps. Je ne veux pas vous faire peur, mon métier c'est de faire de la sécurité au service des professionnels de santé, c'est ce qui m'intéresse, c'est pas faire de la techno et de la sécu pour de la sécu, c'est de la sécu pour des gens qui font des métiers, des chercheurs, des professionnels, des médecins, des soignants. Les réalités de la cybersécurité, on pourra en parler. Les géants du numérique, je ne citerai pas de marque ni de nom, mais ça a déjà été fait. Un petit zoom sur la santé et puis les enjeux. Je vais très rapidement, je passe rapidement sur mon profil. J'ai été présenté, je vous ai dit, mon objectif principal, c'est de travailler pour les métiers. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une révolution. J'ai entendu plein de mots tout à l'heure. Il faut bien comprendre que cette révolution, c'est à la fois les usages, les comportements, les métiers. Mais tout se transforme. On n'en est qu'au début. À mon avis, on n'en est qu'au début. Il y a une nouvelle dimension. On parlait tout à l'heure d'un moteur de recherche. Il faut bien avoir conscience, je reviendrai sur le sujet tout à l'heure, qu'aujourd'hui, en cherchant, en utilisant, on parlait de médecins qui cherchaient en permanence de l'information, vous n'avez une vue que parcellaire. On parle de bulles informationnelles dans mon domaine. Vous êtes orienté. Votre sphère d'information, en utilisant les grands outils, les grands moteurs, ça n'est qu'une vue très parcellaire sur différents sujets. L'information, dans mon domaine aujourd'hui, on parle depuis, on va dire, 18 mois de menaces, c'est mon métier, la sécurité, de prédation informationnelle. Le mot est fort, mais c'est la réalité. Je ne veux pas vous faire peur, mais
On cherche vos données, vraiment on cherche vos données. Au sein des professionnels qui ne sont pas forcément des pros de l'IT, désolé pour les technologies de l'information, les contractions et les abréviations, un sujet qui est important également, c'est que souvent on se dit j'ai besoin d'obtenir tout le temps, d'avoir accès à l'information tout partout, tout le temps. C'est vécu comme une ouverture. Cette ouverture, elle s'accompagne de nouveaux risques. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et on est déjà là dans les usages. Alors là, j'ai mis des marques. Hein. Avoir peur de Google aujourd'hui, c'est déjà fini. Ce ne sont pas ces gens-là. Ce ne sont pas ces gens-là le risque. On est aujourd'hui dans un modèle, on parlait de GAFA, de nature aujourd'hui, avec des nouveaux modèles de société où c'est la donnée et où la création de la valeur est faite par l'usage des données. C'est plus du tout la collecte, etc., etc. Et puis des réalités, on a parlé d'intelligence artificielle, de traitement de données de masse. Je reviens sur la notion de culture. Je peux vous dire que la perception sur la sécurité des données, leur usage, le niveau de sécurité et l'utilité est totalement différent selon que vous vous situez à un endroit ou un autre par rapport au méridien de Greenwich. Si vous partez plutôt à l'ouest, on va vous parler de sécurité. Si vous êtes plutôt au milieu, on va vous parler de liberté. Si vous partez plutôt à l'est, on va vous parler d'intérêt général. Et les approches sont totalement différentes, que ce soit des données de santé ou autres. Autre sujet, les besoins. Souvent, l'imagination va plus vite que la technologie. On a souvent besoin d'un mur. On construit, nous, à notre niveau, je considère aujourd'hui, des châteaux forts. Hein. J'ai mis un Vauban, un beau modèle pour être illustratif. Mais le besoin des métiers, ce sont des aéroports. Hein. C'est clair. Aujourd'hui, ils veulent voir télédiagnostiquer, échanger des données, utiliser des smartphones partout. La réalité, c'est ça aujourd'hui. Donc, il y a effectivement des risques et des menaces autour de ça. Un chiffre que j'ai mis là, qu'il faut retenir, le grand moteur dont on a parlé tout à l'heure ne vous offre, en supposant que vous envoyez toutes les requêtes possibles et imaginables, que 16% de la réalité réelle. 84% est caché. On parle de gros mots, on pourra en parler si vous avez des questions. Le darknet, le deep web, etc. Bon, ce sont des mots un peu techniques. Ne prenez pas peur, mais c'est réellement la réalité. Sur tout ça, aujourd'hui, un dossier de santé, on en a près de 3 millions chez Toulouse, donc on a quelques responsabilités. Les professionnels de santé comme moi, ça coûte $70 US. On parlait tout à l'heure de télédiagnostic, de CEPAM et tout ça, c'est pas trop mon métier. Moi, ce matin, j'ai écouté une grande radio nationale qui commence par R, qui finit par L. Je vous donne l'indice si vous voulez réécouter. J'ai entendu une pub qui disait que la mutuelle offrait le diagnostic à distance et l'ordonnance gratuitement. Si vous êtes abonné, télédiagnostic. On parlait de retard tout à l'heure. Moi, mon fils, il est très grand aujourd'hui, il était tout petit. Faire de la télédiagnostic pour nous, techniciens, c'est rien. Du Skype, ça fait 15 ans que ça existe. On a toujours du mal à faire ça en environnement santé. Pour vous dire, on parlait de retard. Une génération dans le numérique, c'est 3 ans, juste pour illustrer. Donc 3 millions de dossiers au CHU, multiplié par $70, imaginez la valeur sur laquelle on est assis. Excusez-moi l'expression. Plein d'outils, on en a parlé, je passe très rapidement. Le mot qu'il faut retenir, c'est quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est valable pour tout. Votre carte de fidélité au grand supermarché du coin. Voilà. Et un phénomène qui arrive aujourd'hui, et on parlait d'opérations à distance, etc., etc. Tout ça pour moi, c'est la même chose. C'est le phénomène, en gros mot anglais IoT, ce sont les objets connectés. Tout va être connecté aujourd'hui. Vous allez, on est à Toulouse, vous allez voir Siemens. J'ai mis la voiture, c'est pas pour rien, ils font les calculateurs embarqués sur les automobiles. Aujourd'hui, on a 12 ou 14 modules connectés à l'intérieur d'une voiture. Donc on peut se poser des questions. En santé, on a 2 enjeux majeurs. Il ne faut pas perdre la réalité. On parle toujours de confidentialité, secret des données, etc. Dans mon environnement, pour fournir des données à un professionnel, la première chose des premières choses, c'est l'intégrité. Il va prendre des décisions par rapport à des informations qu'on lui donne. Il faut que ces informations soient justes. Je serais tenté de dire, même si c'est en termes d'image des fois compliqué, la confidentialité passe après. C'est l'intégrité le plus important. Premier message. Deuxième message, on parlait, CEPAM, organisme, je suis dans un grand établissement, c'est compliqué, ce sont des grosses machines. Il faut bien comprendre que nous, on est en temps santé et que les grandes marques, les techniciens, les geeks, tout le monde fonctionne en temps numérique. Ce n'est pas du tout la même vitesse.
le temps, je prenais l'exemple tout à l'heure de Skype, ça fait 15 ans qu'on fait du Skype, on a énormément de mal encore à faire des RCP à distance, c'est compliqué, il y a des réglementations, des problèmes techniques, des problèmes de budget, des problèmes de moyens. Voilà, ces gens-là, mais ça fait des années que pour eux c'est de l'acquis. Donc il faut bien comprendre ce décalage. Il faut se méfier, je parlais de la confidentialité ou de cette notion de confidentialité. On a l'impression en établissement de santé, pour côtoyer les professionnels, que cette confidentialité, elle est native. Je protège les données, c'est une culture. Mais je reviens par rapport à l'intégrité, c'est un second niveau. Également, une problématique qu'on a dans les grands établissements, c'est la diversité des équipements. Vous n'avez pas idée de la variation, de la diversité des équipements que l'on a traités, des équipements biomédicaux, des équipements techniques, des équipements informatiques, des applications métiers, c'est exceptionnel. Pour vous donner juste une petite idée, vous avez un PC ou deux à la maison. Au CHU de Toulouse, physiquement, on a près de 8500 serveurs. Donc, ça vous donne une idée. Et on a également tous ces nouveaux objets qui nous arrivent. On a parlé d'augmentation, etc. Le chirurgien virtuel, le chirurgien augmenté, les équipements mobiles, les équipements biomédicaux. Donc j'ai mis quelques chiffres sur la gauche pour conclure. J'espère être dans les temps, je n'ai pas regardé ma montre. Il y a plein de chiffres sur la gauche, vous pouvez les lire rapidement. Si vous avez des questions, on en parlera. Surtout, ce qui est très important, ce sont les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'acculturation des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les usagers de l'hôpital, les professionnels de santé, les utilisateurs du système d'information, de bout en bout de la chaîne, tout le monde soit sensibilisé à ça. J'ai entendu tout à l'heure la personne me parler de télémédecine par rapport aux apnées du sommeil. Bon, ne serait-ce que le fait de dire « j'arrête de télétransmettre », ça veut dire qu'elle n'est plus chez elle. Ne serait-ce que ça. Sans dire où elle est, mais on sait qu'elle est plus chez elle, si je veux la cambrioler. Deuxième sujet, la vraie question, c'est transformer des contraintes, la sécurité sont des contraintes en réflexes, et de bout en bout de la chaîne. Voilà l'idée de mon propos, et si vous avez plein de questions, c'est peut-être un peu différent, mais il y a des vrais sujets là-dessus. Si, il y a des questions à vous poser. Peut-être que pour mes questions, je vais commencer par vous, Monsieur Vauvy, justement. Ces techniques progressent très rapidement, et est-ce que dans ces progrès, on va assister dans des progrès de la sécurité, de la sécurisation, justement, des données, ou en même temps à des progrès dans la vulnérabilité de ces systèmes? Alors, je vais faire une réponse de Normand. Je n'ai pas abordé le mot là, mais la vraie question, c'est une approche par le risque aujourd'hui. Oui. Et je pense que les vrais professionnels du risque aujourd'hui sont les banquiers et les assureurs. Je pense que les médecins sont excellents également dans ça. Donc, il y a vraiment des choses à apprendre. Il y a à apprendre des médecins. Ils ont à nous aider, nous, professionnels de la gestion de risque. Mais la sécurité absolue n'existe pas. Ça sera toujours un niveau de sécurité. L'acculturation fait partie du phénomène. On doit comprendre que c'est un monde en mouvement perpétuel et extrêmement rapide. Donc il faut suivre. Emmanuel parlait tout à l'heure du retard du droit. On a exactement le même problème. Il suffit de sortir quelque chose de nouveau, on trouve une nouvelle vulnérabilité. Donc c'est la course permanente. Donc c'est cette dynamique qu'il faut mettre en place. Gestion des risques et vigilance permanente. La permanence. Emmanuel veut intervenir. Juste pour compléter en fait cette approche par le risque, je pense qu'effectivement c'est sur ce type d'approche qu'il faudra probablement en fait se construire un nouvel encadrement dans le futur, avec aussi une acceptation d'un niveau de risque qu'on ne sera pas en capacité ni d'identifier, ni même de prendre en charge. Je vous donne encore un exemple autour de la génétique. Pendant des années, au niveau de la réglementation des données, j'ai entendu beaucoup parler des données personnelles. Il y a vraiment deux grandes catégories de données pour le droit, les données nominatives, personnelles, et puis les données anonymes, avec comme principe de base que les données personnelles font partie en gros du patrimoine de la personne, même si elles ne sont pas patrimonialisables, et que celles qui sont anonymes sortent de cet environnement et rentrent dans le domaine de la santé publique ou du domaine public. Pourrait rentrer dans le domaine public. Aujourd'hui, on ne peut plus garantir cet anonymat total, notamment ne serait-ce que par les techniques génétiques. On ne peut plus. Donc cette approche par le risque passe aussi par une éducation des individus
ceux dont sont tirées les données, mais aussi des professionnels qui vont être amenés à traiter des données pour bien expliquer que ce risque existe et qu'on n'a pas la capacité de le prendre en charge. Justement, risque à propos de la mise à disposition des données, des big data, des données planétaires. Hein, il faut une information des individus pour dire à quoi ils s'exposent pour eux et pour la collectivité. Mais en même temps, il faut bien prendre conscience, et certainement nous en avions parlé un jour, d'un risque manifeste d'offrir là une entrée sur des études de marché pour des industriels, enfin ceux qui vont définir des programmes de recherche thérapeutique à partir de données extraites de ces études de marché issues de ces données planétaires accessibles par certains, pas par tous, à partir des big data échangés par les grandes puissances justement du numérique. Alors, on va dire, que fait le droit? Alors, le droit se débrouille tant bien que mal, mais en fait, le gros problème que l'on a, c'est que, encore une fois, même les outils les plus récents que nous avons à notre disposition, tels que le règlement pour la protection des données personnelles, le règlement européen, n'a pas tellement envisagé le big data que ça. Donc finalement, les questions qui sont liées au big data sont aujourd'hui réglementées par le droit commun et non pas de dispositions spécifiques. Ce qui est très compliqué en fait dans le big data qui sont liés à la santé, c'est la perte de maîtrise des individus de qui sont générées en fait ces données. Ils en perdent complètement la maîtrise parce qu'elles sont utilisées, réutilisées et encore réutilisées à d'autres fins. Et finalement, ce qui garantit les droits des individus sur leurs données, c'est le fait de savoir où elles sont, ce à quoi elles sont utilisées et quel est le circuit de cette utilisation. Donc s'il y a une perte de maîtrise sur cette utilisation, vous comprendrez bien qu'ensuite ça peut être la manne et ça peut être effectivement utilisé par n'importe qui, enfin pratiquement par n'importe qui. Et en fait, une des grandes questions qui se posent dans les établissements de santé, c'est qu'on crée des entrepôts de données, on crée des structures dans lesquelles on va mettre des données de manière quasi systématique, qui sont à l'origine utiles et utilisées dans le contexte du soin, mais dont on sait pertinemment qu'elles auraient une utilité en recherche, ne serait-ce que pour faire de la stratification, pour inclure des patients. Et là, les personnes qui sont en charge des systèmes d'information de santé disent non, mais au secours, on n'a pas le droit de faire ça parce que les personnes dont sont issues ces données n'ont absolument pas consenti que ces données qui sont générées dans le contexte du soin soient ensuite utilisées en recherche. Sauf que là, alors je ne sais pas, je crois que c'est monsieur qui parlait de l'éthique de la santé publique versus l'éthique individuelle, on sait que quand même malgré tout, l'utilisation en termes de santé publique, si on met la recherche dans la santé publique, elle est réelle, l'utilisation de ces données, et que ce serait d'ailleurs non éthique de ne pas les utiliser, puisqu'elles ont déjà été générées. On ne voit pas pourquoi on régénérerait des données pour d'autres utilisations. C'est une perte d'argent, une perte de temps. Donc il faut qu'on puisse trouver un moyen de les réutiliser. Et le problème, c'est celui de la maîtrise de celui dont sont issues ces données. Il y a une vraie perte de maîtrise. D'accord, enfin, donc je pense que nos institutions ont à beaucoup réfléchir en fait sur... Et cela souligne la nécessité d'un souci permanent de l'équité dans l'accès aux nouveaux programmes de recherche thérapeutique et de l'équité, à toujours respecter. Oui, et je pense qu'il y a un vrai fond d'éducation des professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire que ça absolument. soit... Alors on en parle régulièrement, mais il y a une vraie éthique en fait des professionnels qui doit être stimulée pour leur permettre de comprendre que c'est utilisé. C'est pas free of utilisation. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas utiliser parce qu'elles sont là. Très bien. Donc il y a une question que je voudrais... Oui. Je peux me permettre juste de réagir sur ça, effectivement. Et au CHU, on a eu quelques progrès, quelques projets qui sont même internationaux au niveau de sujets qui peuvent être soit cliniques, soit même, je dirais, locaux ou multi-pays, multiculturels, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et on est confronté à ça, c'est-à-dire que le partenariat entre un professionnel de santé du CHU et un professionnel qui vient outre-Atlantique, il y a un choc de culture à réaliser. Ils ne se comprennent pas. Aux États-Unis, dès qu'on a le consentement, c'est fini, c'est terminé. Vous avez perdu vos données, on peut baser tout ce que l'on veut. En Europe, c'est différent.
il y a quand même une loi qui protège les choses. Le moment est sûrement venu de donner la parole à la salle, sans quoi vous allez repartir frustrés. Je préfère l'être moi-même, alors que j'ai d'autres questions à poser. Mais la parole est à vous. Un doigt de philosophe. Merci. Oui, je remercie donc Monsieur Lafontaine pour son exposé concernant le transhumanisme. Alors, est-ce que c'est pas ce qui nous amène à nous interroger sur un basculement avec le transhumanisme de la question qui est la question classique, qu'est-ce que l'homme, à la question qu'allons-nous faire de l'homme, qui est une question, je dirais, pour reprendre un terme depuis Foucault, d'actualité, de biopolitique, est une question politique. Alors, en quel sens, à travers ces dérives et ces fantasmes du transhumanisme, quand on sait que le principe du totalitarisme, ça a été de créer un homme nouveau, est-ce que vous verriez ou non, d'après vous, une différence à établir ou une analogie entre ce qu'on pourrait appeler un totalitarisme soft, qui serait celui d'un transhumanisme d'ailleurs habité par une idéologie qui ne veut pas se dire, et ce qu'on a pu connaître et qui est au cœur d'ailleurs du renouvellement de l'éthique après la Seconde Guerre mondiale, le totalitarisme. Alors comment vous verriez justement cette question ? C'est vrai que quand on se penche un peu sur le discours transhumaniste, c'est vrai qu'on sent très bien que l'homme, on ne sait plus exactement quelle est leur réflexion à l'homme et à l'humanité en tant que tel. En réalité, je pense qu'il y a tout un plan de gens qui ont envie, si vous voulez, d'humaniser la machine, parce qu'il y a ça aussi, l'intelligence artificielle, et de faire des systèmes d'humanisation de la machine. Et donc, ces gens-là, si vous voulez, ils ont plutôt une vision, quand on va sur les textes et sur ce qu'ils racontent. Moi, je vous dirais, j'ai une gêne assez importante dans la lecture de cette littérature, parce que des fois, j'ai l'impression que je navigue dans la science-fiction, et pas de chance, je n'ai jamais été un fanatique de lecture de science-fiction. Mais ce qui est embêtant dans ces discours, il n'y a juste que ces dernières années qu'ils commencent à utiliser les mots d'éthique, qui commencent à se poser quelques petites questions, parce que je pense qu'ils ont dû avoir des agressions justifiées par rapport à leur attitude et par rapport au fait qu'ils oublient totalement l'homme. Ce sont des monistes classiques. La plupart d'eux sont des athées, des libertariens, égocentriques, et en se recentrant aussi. L'homme, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire de partager ? Il y avait le discours ce matin. Pour eux, si vous voulez, on pourrait presque tout faire à partir du moment où l'individu acceptera les transgressions. Ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement inquiétant et incontrôlé. Ils disent, qu'est-ce que vous nous embêtez avec les régulations ? Qu'est-ce que vous nous embêtez avec le principe de précaution si éventuellement il y a un individu qui a envie de se faire traiter pour avoir une expansion de ses capacités mentales ou éventuellement un autre type d'expansion. Donc, autrement dit, je crois que la réflexion humaine, elle est extrêmement faible dans leur discours. Et donc, je crois que c'est vrai qu'on sombre, si vous voulez, dans la machine humanisée, et la grande trouille, quand même, c'est l'homme mécanisé, quoi. Et après, il y a tout un tas d'espaces ouverts pour la pensée, pour les philosophes, qui, je crois, c'est important, il y a des philosophes quand même qui abordent ces questions. Jean Besnier a fait un travail assez intéressant de réflexion justement sur ces positions transhumanistes, et Autois aussi, il y a des réflexions de philosophes tout à fait intéressantes. Oui, dans la continuité justement sur le transhumanisme, c'est la quête du soldat augmenté aujourd'hui, c'est-à-dire en fait avoir des super soldats capables, y compris de pouvoir interagir plus directement avec des équipements électroniques, des drones, des choses comme ça. Donc il y a ce côté-là, et ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup d'argent qui part là-dedans. Donc dans cette recherche-là militaire, on va dire. Vous parlez, excusez-moi, vous parlez du fantasme qui est encore, c'est-à-dire l'hybridation homme-machine et éventuellement la robotisation, enfin, c'est-à-dire l'homme capable de piloter la robotisation à l'extrême.
Google a acheté les 8 plus grosses sociétés de robotique américaines dans les 3 dernières années. Pourquoi? Bien sûr, ils font de la robotique, vous comprenez bien. Vous regardez les financiers derrière, l'armée, de très gros financements pour créer les robots tueurs, etc., et pas nécessairement des robots pour la santé. Donc c'est vrai qu'il y a tout le délire et l'hybridation, c'est-à-dire si on peut avoir le robot qui a un échange pertinent entre lui et le soldat, parce que là ils en parlent pas mal de ça, c'est le délire complet dans ce domaine. Une question, la dernière. Oui, merci. François-Olivier, psychiatre à Montauban. Une question très naïve. On parle des gens qui, effectivement, des marchands qui vont se servir de cet homme augmenté, transformé, etc. Mais l'homme lui-même, est-il capable de refuser d'être augmenté si la technique est à sa disposition? Est-ce qu'il le refusera, lui? Est-ce qu'il le refusera? Et on peut demander aux biologistes, est-ce qu'il ne s'augmente pas déjà depuis longtemps? Est-ce que la cellule, déjà, dès très longtemps, ne s'était pas augmentée sans le demander? Non. Mais disons que l'homme... En plus, je crois qu'il faut faire assez attention parce que le rêve de l'augmentation, méfions-nous. Les hommes, vous avez tout un tas de gens qui achètent des applications plus ou moins bidons pour augmenter leur capacité mnésique, leur performance, leur VO2 max, tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire que il y a quand même dans la population, il y a eu des statistiques importantes. Il y avait une enquête il y a quelques années dans la Croix, j'avais vu il y a 60% de gens, attention, qui sont prêts à accepter ce type de procédure quand même. Et regardez la profusion des applications qu'on voit débarquer. Quand vous pensez que ces applications, la plupart, vont vous attacher par un cordon ombilical aux grandes sociétés du business, on est dans le délire. Donc moi, là, je me demande, enfin, vous avez une part de la population. Alors on m'a dit, mais tu sais, tu es un vieux, c'est vrai, je n'ai pas de chance. Et tu verras, les jeunes générations n'auront pas le type de réticence qu'ont les vieilles générations. Donc je suis resté à ma place, si vous voulez, mais c'est un peu vrai, discutant avec les jeunes étudiants du laboratoire, eh bien, ils n'ont pas la même conception que moi, de ce qui concerne mon domaine particulier. Donc, autrement dit, nous sommes peut-être déjà engagés, ces systèmes-là sont en train déjà de nous intoxiquer ou d'intoxiquer notre génération, la nouvelle génération. Donc, voilà. Alors pour se rassurer, un mot de conclusion, puisqu'il nous reste 1 minute, un mot de conclusion, Christian Tagné. Quel est cet humain que nous allons protéger? C'est quoi ce contour de l'humain essentiel que nous voulons défendre? Et oui. Du coup, il me revient la conclusion. Bon, alors, je crois qu'il ne faut pas figer cette idée d'humanisme dans une espèce de respect quasi religieux d'un ordre naturel. C'est bien, effectivement, l'homme est bien un être de liberté qui aspire au dépassement, et tout progrès, finalement, est une transgression. Mais je crois profondément que la noblesse de l'humanisme, c'est aussi celle de savoir retenir sa puissance et de tracer des limites. Donc le défi, finalement, c'est de conserver, quelles que soient les possibilités technologiques, ce qui fait la richesse de l'humain. Et qu'est-ce que c'est la richesse de l'humain? C'est ses qualités relationnelles, on en a parlé ce matin, d'empathie, de sympathie, d'émotion, d'imagination, de poétique, dirait Edgar Morin. Et puis sa vulnérabilité. Pas au sens seulement de la fragilité, c'est au sens de la possibilité d'être affecté, d'être ému, la capacité d'être concerné par autrui, par le monde, de s'en sentir responsable. Autrement dit, le message de fin, c'est finalement, ne sacrifions pas la richesse de notre subjectivité et de notre intersubjectivité à un asservissement à l'intelligence logique, appauvrie, froide des statistiques et des robots. Merci infiniment.